început, dați-mi voie să vă prezint prezidiul întâlnirii de astăzi. Rectorul Universității Vasile Alexandrie din Bacău, domnul profesor universitar doctor inginer Carol Șnapovski. Din partea Consiliului Județean Bacău, domnul Silviu Botez. Invitatul nostru, domnul profesor Michel Verdefe, președintele Maison de l'Europe de Paris. Și cea care vă vorbește, decanul Facultății de Inginerie, Mirela Panaitele Hătuș. Pentru început, invit la cuvânt pe domnul rector, profesor universitar, doctor inginer Carol Șnapovski, pentru a vă prezenta cuvântul său de bun venit la Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău, domnule rector. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru efortul făcut în vederea participării la această conferință. Scuzați-mi emoțiile, n-am mai avut conferințe de peste 2 ani de zile și nu mă simt în largul meu să vorbesc în public. Într-adevăr, vorbim de energie, vorbim de provocare, criză, oportunitate. Eu știu că problema energetică a fost o criză dintotdeauna, de când m-am născut eu. Când m-am născut, România încă nu era electrificată. Și eu m-am născut într-o casă fără curent electric. În timpul liceului, tot timpul am învățat că trebuie să asigurăm independența energetică a României. Și ne-am luptat, am ajuns în secolul 21 și lozinca a rămas aceeași. Trebuie să asigurăm independența energetică a planetei acum. Adică provocarea este mult mai largă. Îi mulțumesc domnului profesor Michel Verdefe pentru faptul că au binevoit să vină la noi la universitate și dumneavoastră vă doresc multă sănătate. Mulțumesc! Mulțumim, domnule rector. În continuare, invit la cuvânt pe domnul Silviu Botez din partea Consiliului Județean Bacău. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitație, pentru găzduirea dumneavoastră. Mă bucur că putem fi astăzi aici. Am venit să transmit cuvântul domnului președinte Valentin Ivancea. Din păcate, dânsul nu poate fi prezent astăzi, însă alături de domnul rector și de distinșii noștri oaspeți, vă mulțumim pe această cale. Iar în cadrul conferinței care are o temă de actualitate, criza energetică, sperăm să aflăm o parte din răspunsuri și, bineînțeles, provocările cu care ne confruntăm în ziua de astăzi. În cadrul, noi ca și administrație publică, ne-am dorit ca împreună, având parteneriatul de colaborare cu Universitatea Vasile Alexandrie, să putem implementa, să putem căuta cât mai multe surse de finanțare pe care să le implementăm împreună cu dumneavoastră și să răspundem provocărilor atât din punct de vedere energetic, atât de mult discutatul Green Deal, sau orice alte provocări pe care le vom întâmpina pe parcurs. Nu vreau să vă rețin prea mult. Mulțumim încă o dată celor de la Universitate și oaspeților noștri prezenți astăzi alături de noi și vă urez o conferință cât mai plăcută și o zi ușoară. Societatea se confruntă astăzi cu 2 probleme importante: schimbările climatice și criza energetică. Astfel, noile obiective ale Uniunii Europene urmăresc creșterea utilizării energiei din surse regenerabile și îmbunătățirea eficienței energetice. În aceste circunstanțe,
prin dezbatere de astăzi, criza energetică, o provocare sau o oportunitate pentru spațiul european, ne dorim ca împreună să găsim răspunsuri, soluții la o problematică de actualitate. Invitatul nostru este domnul profesor Michel Derdevec, președinte Maison de l'Europe de Paris. Domnul profesor susține cursuri la Institutul de Studii Politice din Paris, cât și la Colegiul Europei din Bruj. Este președintele Maison de l'Europe din Paris, eseist francez, fost secretar general și membru al Consiliului de Administrație al Enedis, specializat în domeniul energiei. A ocupat de-a lungul timpului diverse funcții: delegat general adjunct pentru afaceri comunitare cu energie electrică în Franța, șef de cabinet al lui Martin Malvy, purtător de cuvânt al Guvernului, ministrul bugetului, șef de cabinet al lui Cristian Peret, ministrul industriei din 1997, a fost membru al Comitetului Executiv și director de comunicare și afaceri publice al RTE. Întâlnirea de astăzi o dorim un dialog între cadrele didactice, specialiștii din domeniul economic, cercetători și studenți și invitatul nostru de astăzi. Dorim să veniți, mai ales dumneavoastră, dragi studenți, cu întrebări incomode pentru domnul profesor, să-l provocăm la răspunsuri îndrăznețe. Domnule profesor? Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors je crois savoir que certains d'entre vous comprennent le français. Levez la main, ceux qui sont francophones. C'est très bien. Donc si, voilà. Mais j'aurais quel est votre prénom? Voilà. Roxana va m'aider quand même pour assurer la traduction pour ceux qui ne suivraient pas le français. Je vais essayer. Pas très tôt. Merci par avance. Le sujet de cet après-midi, c'est un sujet qui est à plusieurs angles. Le sujet du changement climatique ou de la transition énergétique, ça renvoie à des questions de sécurité des approvisionnements, d'indépendance, de souveraineté. Ça renvoie à des sujets de durabilité, de changement de modèle, de limiter les émissions de CO2, de basculer à une économie décarbonée. Et puis ça renvoie à des sujets sociaux, de prix de l'énergie, d'accès à l'énergie. Et on voit bien que le triangle, il n'est pas facile à maintenir. Parce que ces trois objectifs, ce trilemme énergétique, il est compliqué parce que selon les périodes, il dépend de tel ou tel moment, de telle ou telle pression. Roxana, Bineînțeles că această criză energetică depinde de trei mari probleme, adică planul politic, economic și social. Planul politic pentru independența energetică, planul economic să existe o energie durabilă și planul social să fie durabilă, dar accesibilă ca și preț. Donc je démarrerai par ce qui est la dimension la plus importante, la dimension du changement climatique. En fin de semaine dernière, le groupe des experts internationaux pour le climat, le GIEC, nous a dit qu'on était complètement en dehors des clous, on dit ça en français, en dehors du chemin, en matière de réchauffement de la planète. On est sur des tendances à plus 3 degrés, plus 4 degrés, alors que l'accord de Paris de décembre 2015 disait on va être sur une cible de plus 1,5 degré maximum. Donc, ça veut dire, et je le dis pour les étudiants qui sont quand même d'une autre génération que moi, que votre génération, vous allez sans doute avoir à payer très cher le coût de l'inaction. Le fait que d'un côté, il y a du blabla, des discours, et de l'autre côté, on a un temps de réponse, un temps de décision politique qui est extrêmement inefficace par rapport au constat fait par les experts. Bineînțeles că schimbarea climatică este unul dintre lucrurile foarte importante și
Domnul profesor a spus că suntem un pic în afara drumului, adică generația tânără va plăti pentru greșelile generației anterioare, de inactivitatea acestora și depinde de generația noastră să facem un pas înainte. Alors, moi, quand j'ai fait mes études dans une faculté du sud de la France, à Montpellier, c'était dans une école critique du droit où on travaillait, où on étudiait Karl Marx et on évoquait souvent la différence entre l'infrastructure et la superstructure. Eh bien, aujourd'hui, moi, j'aurais envie de vous dire que j'ai l'impression que c'est les intérêts économiques et industriels qui guident la politique climatique plutôt que les politiques qui guident les industries ou qui guident la dimension économique. Ça veut dire que le politique ou les politiques tiennent des discours, comme dirait Greta Thunberg, des blabla, mais derrière, ceux qui vraiment guident l'ensemble du process au niveau mondial, c'est les intérêts économiques. Et ça donne par exemple en Chine le 12e congrès du Parti communiste chinois qui dit on va introduire une civilisation écologique, mais derrière, on a les industriels chinois qui continuent à vendre des centrales au charbon partout dans le monde, et on a une sorte de schizophrénie dans l'écart entre ce qu'on dit et ce qu'on réalise. Oui. A fost educat în sudul Franței, unde a primit o educație în care exista o balanță între infrastructură și suprastructură. Dar există mai degrabă o interacțiune economică și industrială mai degrabă decât una politică. Politica este bla-bla, este discurs, Greta Thunberg cunoașteți, iar în spatele acestui politic există grupuri de interese și a dat exemplul bine cunoscut al Chinei, unde se avansează economia, energia durabilă, dar în același timp centralele pe cărbune sunt încă exploatate în continuare. Et donc, par rapport à cette situation, qui est un constat, les seuls ressorts, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est deux types de ressorts. C'est d'abord la mobilisation et l'action des citoyens, des jeunes notamment. Ça veut dire que votre génération, comme la génération de mes enfants, doit plus que jamais se mobiliser pour amener à un changement des comportements. Et deuxièmement, je crois beaucoup au rôle des collectivités, au rôle des territoires, au rôle de villes comme Bacao ou au département ou à la région, parce que c'est là que le changement climatique peut être modifié de manière la plus réaliste, la plus concrète. On peut trouver des actions localement, alors que nationalement, au niveau plus global, c'est peut-être plus compliqué. Donc, deux ressorts, la mobilisation des citoyens et notamment des jeunes, et puis trouver localement des actions concrètes dans les collectivités pour changer de modèle. Există două axe de acțiune, da? Mobilizarea cetățenilor, în special generația voastră, și rolul colectivității, însă mai mult accentul să se pună pe planul local, da? Se pot face mai multe pe plan local decât pe plan regional sau național. Alors maintenant, si on regarde le deuxième volet, qui est le volet dépendance, souveraineté vis-à-vis de l'extérieur. L'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie et la guerre qui s'installe au cœur de l'Europe, elle nous rappelle à quel point l'énergie a toujours façonné la géopolitique mondiale et a déterminé les grandes puissances, les alliances et malheureusement souvent l'issue des conflits. Mais en même temps, cet acte de guerre est peut-être pour les Européens un formidable accélérateur de changement de modèle. În contextul invaziei Ucrainei și a războiului, avem aici un exemplu de influență a puterilor, a alianțelor, dar în același timp este o ocazie formidabilă de a ne detașa de
resursele Rusiei, de resursele exterioare și de a lupta a îmbunătăți această energie. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Poutine a fait du gaz et de la dépendance de l'Europe un élément de sa puissance géopolitique. Et les Européens ont été, je ne sais pas comment le traduire, Roxana, tel l'agneau endormi. Da, pietrul care doarme. Je ne sais pas comment on dit en roumain, voilà. Mais les Européens ont été très naïfs. Asta e culcat pe ureche, poate. Da? Les Européens ont été naïfs dans la façon dont ils se sont mis sous la dépendance du gaz russe. Putin a folosit gazul ca element geopolitic și a făcut ca Europa să depindă de acesta și să se culce pe ureche că au provizii nelimitate, însă în același timp putem să demonstrăm că nu este așa. Et pourtant, on a déjà été alerté. Les hivers 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009 ont été des hivers où Poutine a arrêté le robinet de gaz, avec l'Ukraine d'ailleurs, où il y avait des intérêts croisés ou divergents sur le gaz, mais l'Europe aurait pu s'alerter du fait que le gaz était une arme géopolitique. Et il faut attendre, il y a quelques semaines, pour que la prise de conscience par les grands pays européens du fait que cette dépendance est insupportable soit partagée. Donc là, il y a un problème de retard dans l'analyse. Et pour être très clair, nos amis allemands notamment ont été très myopes, n'ont pas vu le fait qu'à travers ce partenariat, on ne négocie pas un accord commercial énergétique avec la Russie comme on le négocie avec n'importe quel pays. Ça n'est pas n'importe quel pays, ça n'est pas un partenaire économique, de la même manière qu'un partenaire économique classique. Puisque depuis 20 ans, 25 ans, Poutine, Gazprom ont fait du gaz un élément de diplomatie et de puissance énergétique. Donc on ne peut pas rentrer dans un échange qui est banal. Ce n'est pas un échange de pommes de terre ou de betteraves avec n'importe quel pays dans le monde. On a affaire à un pays, une puissance qui assied sa puissance, sa domination à travers un produit énergétique. Evident că istoricul cu interacțiunea cu Putin are un istoric încă din 2007-2008, când a amenințat că oprește robinetul de gaz și a folosit această oportunitate ca o armă politică. De aceea, aici a condus la conștientizarea cetățenilor Europei de a deveni mai independenți și evident că este o negociere nerezonabilă această criză energetică. Este un act de a arăta cine este mai puternic în această lume. Dar noi trebuie să conștientizăm că să nu fim miopi, că această negociere de fapt este mai mult decât politică, este și socială și economică. Et c'est là où, en France, il y a eu ces dernières semaines, ces derniers jours même, des hommes politiques qui ont dit que la seule solution, ou une des solutions, serait d'aller au bout du processus. Puisqu'on sait que le budget, ou les équilibres budgétaires en Russie dépendent beaucoup des ventes d'énergie, à ce moment-là, l'idée c'est qu'on renverse ce phénomène et on soit capable de décréter un embargo, qu'on se prive tout simplement, et ça aura un coût financier, ça sera difficile, il y aura sans doute à accompagner ce mouvement, mais qu'on se prive à la fois du pétrole, du gaz et du charbon russe, et qu'on considère que dès lors, on met en place des mesures de rétorsion qui empêchent à M. Poutine de financer l'armée qui tue les Ukrainiens aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait. Trebuie mers la sursa fenomenului și împiedicarea sau micșorarea folosirii resurselor fosile. Combustibilor fosili, je m'excuse, carbonul, gazul, petrolul, pentru a le înlocui cu ceva durabil. Et alors, en plus,
ça pourrait tomber bien, puisque l'Europe, depuis 2 ans, elle a rêvé d'être un continent décarboné à horizon 2030-2035. Donc, en plus, on pourrait faire coïncider un objectif de souveraineté, d'indépendance et de puissance avec un objectif climatique. Et donc, ça peut être un accélérateur, ce qu'on vit, d'un aggiornamento en termes de positionnement stratégique, où l'Europe, en même temps qu'elle couperait les ponts avec la Russie, elle construirait un modèle endogène, un modèle propre, qui serait certes difficile pendant 5 ans à 10 ans, mais à terme qui serait un modèle qui pourrait être exemplaire. Un modèle décarboné. Încă de 2 ani, Europa a intrat în acest proces de decarbonizare care se aliniază cu obiectivul climatic verde al Europei. Și astfel poate avea 2 beneficii: să taie legăturile cu Rusia, dar în același timp să ofere acest model de salvare a mediului, de mediul verde. Aujourd'hui, il y a 72% de l'énergie primaire consommée en Europe qui est à base d'énergie fossile. 33% pour le pétrole, 25% pour le gaz et 14% pour le charbon. Donc on voit qu'on est aujourd'hui dans une dépendance à des énergies du passé. Et dès lors, il faut profiter de cette crise. On ne l'a pas souhaité, cette crise. Ce n'est pas les Européens qui ont déclenché la guerre à l'Ukraine. Mais il faut profiter de cette crise suscitée et organisée par les Russes pour changer de modèle. Il y a une phrase que je vous invite à méditer, moi je la cite souvent à mes étudiants, c'est la phrase de Jean Monnet. Jean Monnet, vous savez, ça a été un des leaders, un des pères fondateurs de l'Europe, et il disait souvent, l'Europe se fera dans les crises, et l'Europe sera la somme des solutions apportées à ces crises. En fait, la construction européenne, le projet européen, si on est en temps normal, ça n'avance pas. Chaque pays tient l'autre par la barbichette. Je te tiens, tu me tiens. Et donc on fait des petits pas, mais des petits pas pas très constructifs. L'Europe, chaque fois qu'elle a bougé, c'est parce qu'il y avait urgence, parce qu'il y avait des sujets majeurs. Quand il y a la crise économique en 2020, l'Europe met en place un plan de relance et fait sauter 3-4 règles budgétaires qui étaient gravées dans le marbre, qui étaient intangibles. Qui aurait dit, mais encore il y a quelques années, qu'on aurait une présidente de la Commission européenne qui irait avec un gilet pare-balles à Kiev? Vous vous rappelez les anciens présidents de la Commission européenne? M. Barroso, M. Juncker. Vous les imaginez aller sous les bombes à Kiev? Donc l'Europe aussi, elle est capable de bouger parfois. Mais elle bouge dans cette crise. Et cette crise est un moment, de mon point de vue, qui n'est pas qu'un moment destructeur. Ça peut être aussi un moment créateur. Je n'ai pas compris les pourcentages par l'énergie du début. Vous avez dit qu'il y a une tendance de le pourcentage. Oui, alors les pourcentages d'énergie, c'est que en Europe, on consomme encore 72% de l'énergie primaire à base d'énergie fossile. 33% pour le pétrole, 25% pour le gaz et 14% pour le charbon. Oui, deci, în principiu, în Europa încă este păstrat procentajul de folosire a resurselor clasice, pe când cele durabile sunt într-un procentaj mai mic. Exact să vă zic. Ideea este că a vorbit despre să profităm de această criză la nivel mondial și să schimbăm modelul climatic. Poate că în anii anteriori, așa cum a menționat președinții Comisiei Europene, nu i-am fi văzut să participe sau să se implice în acest proces atât de tare precum se implică cei de acum. Și fiecare țară din Europa trebuie să se susțină
puțin câte puțin una pe alta pentru a depăși această criză mondială. Să devenim creatori de modele, da, din această schimbare de mentalitate. Alors, deux derniers, peut-être points, deux derniers sujets abordés. D'abord des sujets juridiques. Pour l'instant, les traités font que nous avons une compétence en matière énergétique qui renvoie aux États membres. Donc, on a un article dans le traité de l'Union européenne qui prévoit que c'est dans les États membres que se font les choix énergétiques. Je pense qu'à un moment donné, si on est d'accord pour avoir en Europe un modèle décarboné, c'est-à-dire un modèle qui produise moins de CO2, voire pas de CO2 à l'horizon de 10, 20 ou 30 ans, ben, c'est une compétence qu'on pourrait remonter au niveau des compétences communes. Aujourd'hui, parmi les compétences communes, il y a la politique agricole, il y a la politique de concurrence, il y a la politique commerciale, mais qu'est-ce qui empêcherait de faire que la politique énergétique soit un sujet de partage entre les Européens? Si on est tous d'accord pour se désintoxiquer du charbon, du pétrole et du gaz, eh bien on est capable d'avoir une politique commune, donc des compétences juridiques mises dans les traités pour s'occuper ensemble du sujet. Este vorba despre niște alegeri economice, niște competențe juridice și dacă noi ne punem de acord cu toții pentru aceste schimbări pe care trebuie să le facem de mediu, atunci vom avea într-adevăr succes pentru a implementa competențele juridice. Deuxième point aussi à aborder avant de vous laisser les questions, c'est aussi le fait que souvent en Europe il y a de faux débats, et je crois que parfois en Roumanie aussi il y a eu quelques débats où on oppose le nucléaire aux énergies renouvelables. Ça, c'est plus possible, c'est-à-dire que la priorité, c'est pas ce combat entre le nucléaire et les renouvelables. Puisque si on dit que la priorité, c'est sortir des énergies émettrices de CO2, on aura besoin à la fois d'avoir du nucléaire et des renouvelables. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Există discuții în care se alegem între energia nucleară și energiile regenerabile, însă ele nu trebuie să se excludă, ele trebuie să existe amândouă și să se completeze. Et donc si on revient sur les chiffres, mais qui sont peut-être pas des chiffres complètement actualisés, mais sur le bilan énergétique de la Roumanie, il y a des éléments qui sont très positifs, puisque vous n'importez que 24%, que le quart de l'énergie utile. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un modèle énergétique qui est positif. Mais par ailleurs, la production d'électricité, par exemple, elle est assurée à 44% par les énergies fossiles. Donc ça veut dire que il faut se poser la question peut-être, mais en interne de la Roumanie, s'il n'y a pas une accélération de la sortie du charbon, un accroissement de l'hydraulique, là où on peut encore construire des barrages, des centrales, des stations de pompage, une accélération de l'éolien, une accélération du photovoltaïque, et sans doute aussi la construction et la réflexion sur le nucléaire. Donc ça veut dire que ce qu'il faut sans doute envisager, mais en Roumanie comme ailleurs, comme dans tous les pays européens, c'est se dire comment, très vite, je reviens à ce que je vous disais en début de conférence, le GIEC nous dit, vous avez 3 ans pour changer, 2022-2025. Si vous ne bougez pas d'ici 2025, le coût des dégâts occasionnés sera tel que vous ne pourrez pas récupérer. Donc ça veut dire qu'on n'a pas énormément de temps. Donc tous les schémas de transition qui se disent 2035, 2040, 2050, ça n'est pas réaliste. Ça veut dire qu'il faut prendre des décisions bien plus rapidement et en essayant d'organiser donc les priorités, sortie des combustibles fossiles très vite et passage aux énergies renouvelables accélérées et en même temps, avec là où c'est possible, Bilanțul european în ceea ce privește România este unul pozitiv.
În acest sens, modelul energetic pozitiv este peste 80%, dar în același timp trebuie să accelerăm eliminarea cărbunului, și accentuarea folosirii energiilor regenerabile, hidraulică, eoliană, iar pe cea nucleară trebuie să gândim în ce cantitate trebuie să o folosim. Nu mai este foarte mult timp, mai sunt 3 ani la dispoziție pentru acest lucru, însă trebuie să ne organizăm și să prioritizăm toate aceste tipuri de energie și dacă nu recuperăm acum, va fi imposibil peste 3 ani, în termen de 3 ani. Au plan technique aussi et financier, il ne faut pas oublier, moi j'ai fait 20 ans de ma carrière, vous le rappeliez tout à l'heure, dans les entreprises de réseau, dans les gestionnaires de réseaux électriques notamment, et il faut ne pas oublier de moderniser et d'entretenir les infrastructures. En Roumanie, vous allez avoir à peu près 30 milliards d'euros à dépenser dans le système électrique dans les 10 ans qui viennent, d'ici 2030. Et 10 milliards sur ces 30 devront aller sur les réseaux. Et pourquoi? Parce que plus on va développer des moyens renouvelables, décentralisés, territorialisés, plus il faudra avoir des systèmes robustes, des réseaux robustes. De la même manière, vous avez aujourd'hui 2 tranches nucléaires. En Roumanie, ces tranches nucléaires, si on passe de 2 à 4, il faudra aussi moderniser les réseaux. Donc, n'oublions pas les infrastructures. Moi, j'avais fait en 2015 un rapport au président de la République française là-dessus. Et il faut que dans l'Europe qu'on va penser, de l'Europe de l'énergie, on ait un volet spécifique sur les réseaux d'énergie, de gaz, mais aussi et surtout d'électricité. Este vorba de modernizarea infrastructurii, da? Infrastructurii legate de rețelele electrice. Există 10 miliarde de euro în acest sens pentru a investi în modernizarea rețelelor electrice. Cu cât sunt mai multe, cu atât sunt mai robuste. Domnul profesor a făcut în 2015 chiar un raport în acest sens și căutarea de soluții de a face această trecere. Quand je dis réseau, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est l'interconnexion entre les pays européens, les réseaux qui s'interconnectent d'un pays à l'autre. Vous avez vu qu'il y a eu quelque chose qui a été une sorte de révolution ces dernières semaines. L'Ukraine dépendait du réseau russe. Et puis tout d'un coup, les Européens, en quelques jours, ont fait un effort considérable pour connecter l'Ukraine au réseau électrique européen et pour éviter qu'il y ait un block-out en Ukraine. Ça, c'est très important que les pays soient interconnectés entre eux. Vous avez en Europe des pays comme le Danemark qui ont 100% d'interconnexion avec les voisins. Ça veut dire que parfois, ils consomment toute l'électricité qui est produite par leurs voisins. Et parfois, ils exportent de l'électricité. Donc, c'est très important. Un pays comme la Roumanie, je crois que le taux d'interconnexion est de 15%. Donc, il y a de grands projets à construire pour savoir autour de quel pays vous pouvez à la fois mieux vous connecter pour recevoir de ces pays, mais aussi pour pouvoir exporter et donc avoir des ressources. C'est-à-dire que l'Europe, ce n'est pas le renfermement sur soi. C'est aussi à un moment donné la capacité d'échanger. Les électrons qui nous éclairent cet après-midi, ils viennent peut-être de France, ils viennent peut-être du Portugal, de Cuba, mais ils viennent peut-être aussi de Turquie. Vous savez que la Turquie est interconnectée avec le réseau européen depuis 10 ans. Et donc on a un grand système interconnecté européen. Et ça fait un atout en termes de solidarité pour les pays européens. Această revoluție, acest război între Ucraina și Rusia ne-a adus în momentul în care Europa a sărit în sprijinul Ucrainei pentru a o
conecta la rețelele europene. Și ideea de bază este că țările trebuie să fie interconectate. A dat exemplul Danemarcei, unde procentul este de 100% de aprovizionare cu energie și import și chiar și exportă în același timp vecinilor energie. Din păcate, la noi este doar de 15% și trebuie să găsim soluții pentru a găsi țările din prejurul vecinii noștri care să ne sprijine în producerea energiei. Să schimbăm idei, așa cum sunt partenerii noștri din Portugalia, Spania, Cuba, de aici, de la noi. Și de asemenea a dat exemplul Turciei, da, care poate sprijini această colaborare pe plan energetic. Un dernier mot pour rester dans, laisser le temps un peu aux questions. C'est la ville. Un dernier mot sur les questions que j'ai abordées tout à l'heure. Vous savez, je vous ai évoqué le triangle. Il faut une énergie durable, il faut une énergie souveraine, sécurité d'approvisionnement, mais il faut aussi une énergie abordable. Donc la question sociale, la question du prix de l'énergie, eh ben, on voit bien que partout en Europe, le prix de l'énergie va monter. Parce que si on a envie de changer de modèle, ça va avoir un coût. Ça va nous coûter de l'argent. Développer les renouvelables, construire du nucléaire, ça ne se fera pas gratuitement. Ce coût, il doit être inclus. Et la Commission européenne, elle a évoqué la notion de transition juste. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un fonds social qui va être créé pour accompagner cette transition. Alors attention, attention. Nous en France, on a parfois choisi des mesures. Bon, tout n'est pas dans le fait de donner des aides, de faire des chèques. Si vous donnez de l'argent, mais vous pouvez momentanément permettre à des gens de payer moins cher leur énergie, mais ça n'est pas des réformes de fond. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois gérer le court terme, mais à la fois envisager que ces politiques sociales servent à des changements profonds de long terme. Et c'est là la difficulté qu'il y a, parce que souvent, politiquement, face à des risques d'explosion de la facture énergétique, on peut être tenté par des mesures de court terme, mais qui vont être extrêmement coûteuses pour le budget public et en même temps inefficaces à terme. Donc comment on gère ça? Ça doit être dans les préoccupations générales, et aujourd'hui, il n'y a pas de recette magique. Mais il faut avoir ce sujet social en tête. C'est un changement de modèle économique qui va être extrêmement lourd à payer au plan économique, au plan social. Evident, trebuie să ținem minte de acest triunghi, da, al durabilității, al independenței, dar în același timp și al abordabilității din punct de vedere al prețului. Acest punct de vedere, din punct de vedere social, prețul a crescut în Europa și va mai crește dacă nu se va schimba acest model economic. Anumite facilități de a reduce, de a ajuta ca să plătești mai puțin, sunt, să zicem, pe termen scurt, binevenite, însă pe termen lung aceste resurse de a finanța din interior nu pot fi viabile pe termen lung. Și de aceea trebuie găsite soluții pentru a avea pe termen lung un preț mai mic, dar nu finanțate din interior. Merci beaucoup, merci à tous, et puis je voudrais qu'on remercie aussi Roxana pour sa traduction, qui était très bien. Et donc je me livre à vos questions, j'ai vu qu'il y avait quelques regards interrogatifs, donc allez-y. Dacă aveți întrebări, vă rog. Vreau să pun o întrebare la unul de traducere, te rog. Cum se
Opinia domnului profesor, care este opinia domnului profesor legat de noua paradigmă din domeniul energetic de a se consuma, de a se realiza microsisteme energetice, altfel spus, energia să se consume unde se produce, și necesitatea interconexiunii multiple. Vous compris? Je crois avoir compris la question. Mais on va attendre la traduction comme ça, je suis sûr de... Oui, il veut savoir, la nouvelle paradigme de réaliser un microsystème énergétique qui se consomme où il est produit, ou d'avoir une interconnectivité. Alors, en France, on dit les deux, mais en général. C'est une formule. Non, il faut les deux. Au niveau européen, on évoque de plus en plus les communautés énergétiques citoyennes ou les communautés énergétiques renouvelables. Donc l'idée qu'on pourrait, dans une ville, dans un département, vivre de manière autonome. Je vous disais tout à l'heure que moi je crois à l'initiative locale, aux collectivités. Donc je pense qu'il faut essayer de faire ça. Mais dans le même temps, il ne faut pas se priver des atouts de la solidarité. C'est-à-dire que, on va être concret. À Bacao, vous avez une ville, un département formidable, c'est super. Vous pouvez raisonner en vous disant je vais faire une zone zéro carbone et je vais être autonome au plan énergétique. Mais en fait, à certains moments, vous aurez besoin d'électricité venant de la région voisine. Et puis à d'autres moments, vous serez en surproduction et la région voisine sera contente d'avoir l'électricité produite à Bacao. Et donc le modèle local fermé, c'est un modèle qui, de mon point de vue, n'est pas optimal. Parce que le modèle optimal, c'est le modèle où on essaye de faire que on fait des efforts tous pour avoir quelque chose qui renvoie aux perspectives de décarbonation de la planète. Et en même temps, on se dit, ben, je ne laisse pas tomber mon voisin à côté. Je laisse peut-être Roxana traduire, j'étais long. Oui, je vais faire Essayez. adaptation. Desigur că soluția ar fi folosirea sau aplicarea planului local de a profita de influența locală, dar în același timp trebuie să avem în vedere că modelul local închis nu este cel optim și de aceea trebuie zonele limitrofe să contribuie, să facă eforturi comune pentru decarbonizarea aceasta. Și a doua, vă rog, dacă se poate. Et juste un exemple, le 4 novembre 2006, donc il y a déjà longtemps, il y a 16 ans, il y a eu un incident en Allemagne, sur le réseau allemand. Et cet incident aurait pu faire qu'il y ait un blocage en Allemagne, voire dans tous les pays européens. C'était à 22h13 le soir. Et heureusement qu'en France, il y avait des centrales, il y avait des barrages hydrauliques qui ont pu en quelques secondes délivrer de la puissance pour rétablir le réseau européen à 50 Hz. Et s'il n'y avait pas eu l'interconnexion entre la France et l'Allemagne, c'est toute l'Europe qui aurait été dans le noir. Donc vous voyez, la limite du raisonnement sur une approche ou locale ou nationale, c'est que heureusement que nous avons un grand réseau européen interconnecté. C'est un élément de sécurité et de solidarité entre les pays européens. J'espère que j'ai bien compris. 4 novembre 2006. 2006. Am scris bine, dar am zis că... Deci, este exemplul Franței și Germaniei când a fost un astfel de caz de criză economică și dacă nu ar fi existat un bazin hidraulic comun, ar fi fost poate greu să depășească criza respectivă și de aceea există ca
ca element de securitate planul european, pe lângă cel local și național. Madame, une question. Je parle de français. Ah, Merci beaucoup pour votre conférence, c'était très intéressant. J'ai noté ici une question dans le contexte politique actuel. Et vu que dimanche dernier, c'était le premier tour de l'élection en France, ça m'intéresse quelles sont les solutions à la crise énergétique proposées par les deux candidats au présidentiel et vers lequel alors, parmi, mais merci de votre question. Merci de votre question. Alors, on va commencer par le troisième. Monsieur Mélenchon, qui a été éliminé à troisième, il a été éliminé à 1 point. Alors lui, il était contre le nucléaire. Mais il ne disait pas pourquoi, mais il n'était pas du tout d'accord pour le nucléaire. Ce qui est plutôt amusant, parce qu'il vient quand même d'une partie de la gauche, qui normalement était très pro-nucléaire. Les deux candidats, le président sortant Macron, est-ce qu'il marche? Est-ce que le micro marche ou pas? Allô, allô? Je pense qu'il y a un problème de fil, peut-être. Oui, là c'est quand même mieux. Donc le président sortant, Macron, comme Madame Le Pen, tous les deux se sont affichés comme pro-nucléaire. Et même on a eu pendant la campagne, de la part de tous les candidats, un peu une course pour savoir qui serait plus nucléaire que l'autre. Donc en France, il y a une sorte de consensus sur le nucléaire, mais qui ne règle pas la question. Les deux questions qu'il y a en matière nucléaire aujourd'hui en Europe, c'est la question quelle technologie? Est-ce qu'on fait des EPR ou est-ce qu'on fait des Small Modular Reactors? Moi, je suis très partisan des petits réacteurs nucléaires parce qu'ils sont plus adaptés à la géographie peut-être européenne. Et puis parce que si on ne fait pas très vite des Small Modular Reactors en Europe, eh ben on achètera sur étagère aux Chinois, aux Américains, de la technologie de la sorte. Et donc, on est aujourd'hui sur cette dimension-là. Et deuxième question, c'est le prix. Aujourd'hui, qui financera le nucléaire? Vous devez demain être extrêmement prudent, en Roumanie comme nous en France, sur qui va financer le nucléaire, ou d'ailleurs les autres énergies. Si on veut être indépendant, il faut éviter que ce soit les Chinois qui arrivent avec le carnet de chèques pour financer tel ou tel investissement. Je vous disais tout à l'heure, on est sur des sujets de souveraineté, d'indépendance énergétique. Donc ça veut dire que si c'est des fonds européens, l'indépendance énergétique sera conservée, la souveraineté. Si c'est des capitaux chinois qui viennent, comme ils l'ont fait pour des réseaux électriques, d'ailleurs nos amis du Portugal l'ont vécu, les premiers investissements chinois en matière énergétique, c'était au Portugal où les Chinois ont racheté le réseau électrique. Et puis après, ils ont racheté le réseau électrique italien. Et puis ils ont racheté le réseau électrique grec. Et puis petit à petit, l'Europe s'est réveillée, elle s'est dit « Ah ben tiens, mon réseau ne m'appartient plus ». Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc sur la question du nucléaire et des investissements importants qu'il y aura, regardez de manière critique, vous toutes et vous tous, savoir qui financera quoi et est-ce qu'il y aura la maîtrise au plan politique et au plan économique de ces projets. Merci de votre question, en tout cas. N'hésitez pas, on a jusqu'à demain matin, hein. On rentre à Bucarest demain matin, donc on peut laisser ouvert la faculté là, très tard ce soir, il n'y a pas de problème. Oui? Question in English? Yes, if you like, or en roumain ou en In English or in Romanian translation? How do you prefer? Et en roumain. J'entends bien le roumain. Je suis du sud de la France, je comprends tout le roumain. Vreau să întreb care este poziția dumneavoastră în ce privește intenția României sau deja s-au semnat deja niște precontracte pentru achiziționarea de microcentrale atomice de zonă cu proveniență din Statele Unite. Dacă știți despre proiectul ăsta și care este poziția dumneavoastră? Este o soluție eficientă economic și energetic sau e doar o chestie politică?
Oui, oui, je pense qu'il y a des solutions autour des small modular reactors, mais moi j'aimerais surtout, parce que je suis un Européen, vous l'avez compris dans mon parcours, j'aimerais surtout que l'Union européenne fasse des programmes de recherche et des programmes d'innovation et des programmes technologiques autour de ces petits réacteurs nucléaires. Il y a un mot qu'on n'a pas employé là, cet après-midi, c'est le mot hydrogène. La révolution énergétique de demain, elle sera aussi faite de l'hydrogène. Mais est-ce qu'on va, chaque pays européen, avoir son programme hydrogène? Est-ce qu'il y aura le programme hydrogène roumain, le programme allemand, le programme hydrogène français, portugais, espagnol? C'est stupide. Donc on voit bien que plus que jamais sur ces sujets-là, il faut avoir des initiatives communes, financées par l'Union européenne, et dans lesquelles on essaye de se dire nos concurrents, c'est les Américains, les Chinois, donc au milieu, on va inventer une technologie et des normes européennes. Et ça, c'est un vrai enjeu, parce que ce n'est pas le réflexe de base. Le réflexe de base, c'est de se dire, nous, on va avoir, parmi les Européens, le premier programme leader ou la première industrie qui va gagner la partie. On n'y arrivera pas comme ça. Les économies européennes, à la sortie du Covid, elles sont très fragiles, elles sont très endettées, et sur ces grands projets énergétiques, il faut mutualiser, il faut mettre ensemble tous nos moyens financiers. Je ne sais pas si vous traduisez. Finanțarea europeană este preferabilă. N'hésitez pas, je crois que j'ai vu d'autres mains. Il n'y a pas de mauvaises questions. Hein. Allez-y, ouais. Bonjour. Vreau să vă întreb, având în vedere reticența anumitor popoare din Europa față de energia nucleară, credeți că această energie nucleară este totuși o soluție pentru întreaga Europa, pentru Uniunea Europeană? Ayant vu la réticence de l'Europe vers la énergie nucléaire, est-ce qu'il y a une... Alors c'est compliqué, mais par rapport à votre question, vous posez une bonne question, puisqu'on a en Europe des pays qui veulent redémarrer du nucléaire et d'autres pays qui ne veulent pas du nucléaire. Mais j'aurais envie de dire, ça, c'était avant la crise avec M. Poutine. Parce qu'avec la crise générée par la Russie, un grand pays comme l'Allemagne est au pied du mur. L'Allemagne ne peut plus, aujourd'hui, comme elle s'est battue jusqu'à ces dernières semaines, dire le gaz est une énergie de transition. Énergie de transition vers quoi? On continue à payer du gaz, du pétrole, du charbon à M. Poutine? Donc on voit bien que si on a envie d'aller vers le Green Deal, c'est-à-dire une Europe décarbonée en 2050, on n'aura pas le choix. C'est-à-dire qu'il faudra que nos amis allemands, notamment, acceptent du nucléaire, mais pas n'importe quel nucléaire, du nucléaire sûr, contrôlé, avec des autorités de sûreté qui, comme c'est le cas en France, vérifient le bon fonctionnement des centrales. Vous savez, le nucléaire, c'est très lié à la démocratie. On ne peut pas faire de nucléaire dans un pays qui n'est pas profondément démocrate et respectueux des autorités de contrôle. Mais si on a dans les démocraties européennes des modèles avec des autorités de contrôle du nucléaire indépendantes et fiables, il n'y a pas de raison de rejeter cette énergie. Ou alors, c'est pas grave, ou alors on reste sur le charbon, le gaz, le pétrole. À ce moment-là, on ne sera pas du tout sur une Europe décarbonée. On ne sera pas au rendez-vous de l'histoire. Evident, reticența aceasta a fost înainte de criza europeană, însă nu trebuie să respingem aceste soluții energetice nucleare, pentru că se pot construi centrale mici, sigure, durabile, fără să polueze. Acesta este mesajul. Un des pays clés, effectivement, dans cette évolution, c'est l'Allemagne. Et l'Italie aussi. Mais voyez que ces deux pays n'ont pas eu, je ne veux pas être critique vis-à-vis de ces pays, j'ai plein d'amis allemands et italiens, c'est pas le sujet, mais ces deux pays ont eu des comportements qui ne sont pas des comportements européens. Les Italiens sont allés essayer de négocier des mètres cubes de gaz en Algérie, le ministre allemand est allé au Qatar,
Tout ça, chacun va dans son coin faire sa négociation, faire son marché, mais est-ce qu'il y a une démarche européenne? Moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne s'en sortira pas si on ne se met pas tous autour de la table avec un vrai débat sur quel modèle énergétique on veut et comment on établit une diplomatie énergétique. Poutine a réussi à asseoir son pouvoir sur une diplomatie énergétique. Nous, Européens, il faut qu'on soit capable de la construire sur la base de la crise ukrainienne. Et on n'y arrivera pas si chacun, de son côté, va négocier avec les Américains du gaz de schiste, va voir Sonatrach pour avoir quelques mètres cubes de gaz en Algérie. Ça, ce n'est pas des démarches européennes, c'est des démarches nationales, mais qui n'aideront pas les modèles européens à évoluer. După cum se știe, chiar dacă are prieteni în Germania și Italia, se știe că Germania și Italia nu au avut un comportament european. Faptul că au piață, Algeria, Qatar, acestea sunt în detrimentul demersurilor naționale. Ceea ce a reușit Putin cu acest război n-a reușit decât să creeze o diplomație energetică. Et j'avais il y a quelques années signé avec, vous connaissez peut-être certains d'entre vous, Jacques Delors, qui était le président de la Commission européenne, et on avait signé avec Jacques Delors une tribune où on proposait la création d'une communauté européenne de l'énergie. Comme en 1951, il y a eu la communauté européenne du charbon et de l'acier. Comme en 1957, il y a eu la communauté européenne de l'énergie atomique, Euratom. Donc il est peut-être temps qu'on passe à un stade supérieur et on se dit il y a urgence climatique, politique, technique, et donc autour de ces différentes urgences, il faut qu'on communautarise la démarche et qu'on arrête d'additionner des schémas nationaux, ça ne le fait pas. Pe scurt, deci se vorbește despre încetarea demersurilor naționale. Aceasta este ideea de bază, da? Există o urgență de a schimba, o tendință de a schimba economică, politică, dar de a merge dincolo de demersurile naționale. N'hésitez pas. Toutes les questions sont de ce côté. You are sleeping, this slide? Ah, ok. And then... Ce vom face cu toate deșeurile nucleare? Qu'est-ce qu'on va faire avec les déchets nucléaires? Vous posez une bonne question. On est en France, on a toute une démarche qui vise à la fois au retraitement plus au stockage. Donc ça, c'est un sujet qui est un sujet aussi à traiter au niveau européen. Pourquoi ? Parce que beaucoup de pays qui ont des centrales nucléaires aujourd'hui nous envoient les déchets en France. Et moi, il y a une partie de l'opinion publique française qui dit c'est pas sympa, c'est pas cool. Hein. Donc ça veut dire que là aussi, il faut qu'au niveau européen, on se mette dans l'idée qu'on met en place des filières de traitement. Mais vous savez, les déchets nucléaires, plus les années passent, plus l'intensité des déchets diminue. Alors les plus lents à diminuer, ça prend beaucoup de temps. Mais en France, il y a un laboratoire qui est en train d'être mis en place à Bure, dans un département de l'Est de la France, pour stocker un site profond en argile et pour pouvoir conserver pendant des dizaines de milliers d'années. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle. Il restera des déchets. L'industrie nucléaire ne va pas par miracle faire disparaître les déchets, mais il faut en débattre au niveau européen et faire en sorte qu'on ait des solutions technologiques communes et qu'on ne laisse pas les déchets dans les piscines n'importe comment, de manière sauvage. Donc c'est une vraie question. Încă sunt dezbateri la nivel mondial despre cum să se soluționeze această stocare a deșeurilor nucleare. Mais en France, vous savez, comme il y a en France un courant très pro-nucléaire et très anti-renouvelable, les anti-renouvelables disent mais alors qu'est-ce qu'on fait du béton qu'il y a au pied des éoliennes? On l'enlève, on le retraite. Donc en fait, en France, on est dans un schéma où tous les types d'énergie
suppose des opposants. Et donc, le vrai sujet, c'est que pendant ce temps-là, on consomme du pétrole, du gaz et du charbon. Pendant qu'on se bat entre les pro-renouvelables et les pro-nucléaires, on ne fait pas l'essentiel qui est de sortir des énergies fossiles. Et donc, moi, la priorité de ma fenêtre, c'est d'accélérer la sortie des fossiles et puis de régler ensemble, sans doute au niveau européen, tous les sujets comme vous évoquez, qui sont des sujets techniquement et technologiquement lourds et compliqués. Je crois qu'il y avait une question. Oui, madame. Mademoiselle. Quelle est votre idée pour gestionner les crises d'énergie en Roumanie? Les idées principales. Je sais pas compris. Quelle est votre idée pour gestionner les crises en Roumanie? Franchement, moi je pense que je regardais les chiffres avant de venir. Vous avez la situation énergétique en Roumanie, elle est plutôt positive quand on regarde à d'autres pays européens. Quand on regarde aujourd'hui la Lettonie, elle dépend à 100% du gaz russe. La République tchèque, 100% du gaz russe. La Finlande, 97,6% de dépendance à Gazprom. La Hongrie, 95% de dépendance à Gazprom. L'Estonie, 93% de dépendance à Gazprom. Et je termine, l'Allemagne, 66% de dépendance au gaz russe. Donc par rapport à ça, vous avez un schéma qui me semble plus diversifié et moins exposé à court terme. Donc c'est ce qui m'amène à être plus positif. Deuxième élément, quand je regarde votre pays, ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois des renouvelables, historiques, de l'hydraulique, de l'éolien, du photovoltaïque, et vous avez déjà 2 tranches de nucléaire. Donc ça veut dire qu'il y a déjà tous les éléments du paysage que moi je considère comme le paysage européen de demain. Alors après, c'est des choix souverains. Il faut que dans une démocratie, moi ce que je souhaite pour mon pays, pour la France, mais aussi pour le vôtre, c'est qu'il y ait un débat où le Parlement soit associé, où l'ensemble des élus soient consultés sur quel est le choix qu'on fait. Est-ce qu'on met un petit peu plus de nucléaire, un petit peu plus de renouvelable, selon quelle dose, comment? Ben ça c'est un choix qui doit être un choix politique, débattu, citoyen. Pour être très clair, je ne pense pas que c'est des choix qui peuvent être faits par le haut. Ce n'est pas des choix qui peuvent être faits par un leader, et puis après, la population doit exécuter. On est dans des démocraties, et c'est des choix qui ne sont pas simples. Regardez la question des déchets qu'évoquait votre camarade, c'est une question importante. Donc peut-être que les Roumains, ils vont dire, ah non, le sujet des déchets fait qu'on ne veut pas plus de nucléaire. Ou peut-être parce qu'il y aura des explications sur les déchets, ils vont être convaincus qu'on peut aller vers plus de nucléaire. Mais ça, il faut que... C'est la grande chance d'être dans des démocraties en Europe. On en parle dans nos assemblées, avec nos députés, nos sénateurs, nos élus, et qu'il y a un vrai débat. Et moi j'ai envie de dire, vous savez, je préside aussi, ça n'a pas été dit tout à l'heure, un think tank qui s'appelle Confrontation au pluriel Europe. Et bien c'est très beau la confrontation. Hein, quand on est pour, quand on est contre, ça veut dire qu'il y a de la démocratie. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de confrontation Russie, hein, ça n'existe pas. D'accord? Donc confrontation Europe, c'est bien l'esprit qui est le nôtre. Evident că alegerile sunt cele care ne pot ajuta și încă o dată se pune accentul pentru asocierile cu țările vecine care ne pot ajuta să nu mai depindem de gazul rusesc și să facem apel la cele din jurul nostru. Mulina roșie este adică punctul de vedere că noi suntem pe drumul cel bun, da? Dar trebuie să facem o alegere înțeleaptă în acest sens. Evident că trebuie să existe discuții unde îngropăm deșeurile sau nu, dar toate acestea trebuie să fie constructive și să existe un punct de plecare comun pentru această eliminare a combustibililor fosili și încurajarea celor regenerabile. Il y a juste un petit mot peut-être pour compléter ce que je dis tout à l'heure. Quand je vous parlais d'interconnexion et de relations entre des pays voisins, il y a toute une dimension qui est très très utile en Europe, c'est de travailler à la maille régionale entre plusieurs pays. Donc moi je ne sais pas quelles sont les relations énergétiques entre les pays limitrophes,
de la Roumanie, mais ça peut être très intéressant qu'il y ait un dialogue énergétique entre les 2, 3, 4 pays qui sont des pays clés. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est à partir de cette base-là de dialogue régional que peuvent se construire d'autres types de coopération. Et donc, par exemple, nous Français, on travaille dans des groupes de travail avec les Allemands, les Italiens, les Espagnols, parce qu'on est interconnectés entre ces pays. Donc la grande interconnexion européenne n'enlève pas l'intérêt de travailler à la maille régionale entre des pays proches, à définir selon les affinités, selon les besoins, mais on voit que c'est là où vont se jouer les solidarités. Encore une fois, si vous avez 15% et quelques d'interconnexion, c'est pas assez. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de lignes d'interconnexion électrique entre la Roumanie et les pays voisins, mais ça ne se construit pas uniquement de Bucarest. C'est quelque chose qui se construira avec vos voisins européens, avec qui vous aurez envie d'avoir des grands projets de solidarité à travers des lignes d'interconnexion. Evident, relațiile energetice limitrofe trebuie bazate pe solidaritate, pe afinități și este bine să existe 2, 3, până la 4 țări într-un dialog regional, dar în același timp suportul european este cel care vine în sprijinul dezvoltării acestor regiuni. Da. Am auzit discuția, am tras ceva concluzii la caz, având în vedere contextul războiului din Ucraina și soluțiile care trebuie găsite acum, pe moment, la nivel european, tinde să se meargă pe energie acum electrică sau energie, eu știu, panouri fotovoltaice, biomasă, eoliene? Dans ce contexte de la guerre, quelle est la priorité de l'énergie atomoélectrique ou en général? Pour moi, c'est l'un et l'autre. C'est nucléaire plus renouvelable. Les deux. Parce que on doit très vite mettre en place une solution d'embargo par rapport aux importations de gaz, de pétrole et de charbon russe. Et tant qu'on n'a pas compris que politiquement, il faut arrêter de donner de l'argent. Est-ce que, tiens, on va faire un test pour réveiller la salle. Combien l'Europe dépense par jour pour acheter des énergies fossiles? Je ne parle pas que de la Russie. Mais combien nous coûte notre dépendance aux énergies fossiles? Je vous ai dit tout à l'heure, on importe 72,3% d'énergie fossile de pays extérieurs. Combien ça nous coûte? Vous avez un chiffre en tête? Tous les jours. Chaque jour. À l'Europe. Combien? En euros? Oui. À l'euro. Je n'ai pas traduit en monnaie. Combien? Vous dites 1 milliard? Qui dit mieux? 2 milliards. Combien? Non, vous êtes au total, on estime que c'est un chiffre qui on est à 700, 800 millions d'euros par jour. 700, 800 millions d'euros par jour. Donc, ça veut dire qu'on est sur des coefficients qui sont... C'est de la folie. C'est de l'argent dépensé qui grève l'économie européenne, mais qui n'aide pas à construire un modèle indépendant, autonome et durable. Donc c'est idiot. C'est complètement idiot. Donc ça veut dire qu'il faut basculer vers un modèle différent. Et la crise ukrainienne nous aide à ça, je pense. Deci, traduc 700-800 de mii pe zi. De milioane? Da, milioane. Madame. Se știe că eficiența energetică este considerată primul combustibil. Am văzut într-o ultimă statistică publicată pentru situația de la începutul anului și până acum, deci pe 2022, că Franța ar fi pe primul loc în realizarea unei eficiențe energetice deosebite. S-a pus problema la nivelul Franței să împărtășească această experiență prin care a ajuns la o asemenea eficiență energetică și celorlalte țări,
direcțiile principale, cărmanele știm, prin care Franța a ajuns la această performanță. Il s'agit de la efficience énergétique, l'efficacité énergétique de la France, statistiquement parce que elle a dit que la France est la première. Elle a parlé avec les autres de disséminer comment elle a fait de devenir la première. La sobriété. Pour être la première. Care este secretul eficienței energetice? Le secret de l'efficience, De l'efficacité énergétique. Alors l'efficacité énergétique, l'Agence internationale de l'énergie nous dit que ça peut constituer 30% de l'effort à faire pour aboutir à la décarbonation de la planète. Donc vous avez raison, c'est là où ça se passe. C'est d'abord d'avoir des process industriels plus performants, moins consommateurs d'énergie, et puis aussi de changement de comportement. Et comment avez-vous partagé ce succès? Comment on a partagé? On ne l'a pas partagé, ça s'est fait un peu de manière hasardeuse. Non, je pense que par rapport à votre question, ce qui sera sans doute l'accélérateur vers la sobriété, vers l'efficacité, ça va être le prix de l'énergie. Puisque dans les années qui viennent, il y aura un boom dans tous les pays européens colossal. Et donc là, obligatoirement, les gens raisonneront en sortant de l'amphithéâtre, en éteignant la lumière, en chauffant peut-être de 2 degrés, 3 degrés de moins leur appartement. Donc il y aura des comportements économes qui vont être liés à la crise financière, à la crise énergétique. Mais comment la France y est arrivée? Si peut-être une anecdote. Quand la France a créé le programme nucléaire en 1974, elle a en même temps créé une grande agence nationale pour la maîtrise de l'énergie. Et le slogan de cette agence, je vous le dis parce que c'était « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Et cette agence de la maîtrise de l'énergie, elle a été super efficace. Elle a fait des campagnes à la télé, elle a fait comprendre aux gens qu'à un moment donné, il fallait avoir un comportement citoyen, bien avant que tout ça, ça soit à la mode. On était dans les années 74, 75. J'étais tout petit, j'étais même pas à la faculté en 74. Et bien voilà, donc ça veut dire que ça, il faut le faire bien entendu. Et je reviens sur ce que je dis tout à l'heure, vous pouvez le faire aussi localement. Les actions de maîtrise de l'énergie, une ville comme Bacao, elle peut être pilote, elle peut inciter, elle peut avoir des programmes pour inciter l'ensemble des consommateurs. Donc ça ne se fait pas que nationalement, c'est des actions locales aussi. Je ne sais pas comment on peut traduire tout ça, c'est une longue Roxana va être épuisée par cette conférence. Oui, vous avez déjà compris. Monica, tu veux prendre le relais peut-être? J'ai demandé, mais... Si Monica. Deci, ideea în continuare de bază este aceasta că Franța încă nu a dezvăluit secretul pentru care este prima în ceea ce privește eficientizarea energiei acesteia, dar cred că am obosit un pic și am pierdut șirul ideii. Dacă ai vrea să mai ajustăm. Cred că ați înțeles mai bine. Je présente Monica qui travaille à la Maison de l'Europe de Paris, mais qui est un des piliers de la Maison de l'Europe de Paris, mais qui en même temps est diplômée de la faculté de Bucarest et une brillante rebelle, voilà, il faut le dire. Mersi. Sper că am reținut câteva elemente ca să vă pot traduce. Deci, dădea exemplu președintele Michel Deldeveux în Franța, în 1974. De exemplu, s-a creat această agenție atomică care avea ca și mesaj foarte ingenios faptul că nu suntem... Nu avem gaz, în schimb avem foarte multe idei. În schimb, avem foarte multe idei și vă invit eventual
să faceți la nivel local genul acesta de proiecte care efectiv să fie ingenioase. Orașul Bacău, de exemplu, ar putea fi un pilier în inițiative de genul acesta, care după să antreneze eventual lărgirea genul de proiecte la nivel energetic. Și cred că spunea domnul și ceva de educația populației în a scădea un pic temperatura la casă și exact. Și mai sunt și efectiv microgesturile, cum s-ar spune, de exemplu faptul că efectiv prețul o să fie foarte important și atunci fiecare persoană ar trebui să realizeze că fiecare gest e important. De exemplu, când ieșiți din casă și stingeți lumina sau când o să utilizăm mai puțină energie, o să ne dăm seama că de fapt ajută și aceste elemente la nivel mai mare. Mais ça amène aussi à des changements dans les familles. Moi, j'ai une maison dans le sud de la France, j'habite Paris, et mes enfants m'interdisent de prendre l'avion. Et aujourd'hui, je ne prends que le train. C'est long, c'est plus long, et ça veut dire que mon bilan carbone personnel, il a complètement chuté. Aceste tipuri de schimbări aduc și comportamente diferite la nivel familial. De exemplu, pe domnul profesor Michel Derdeve, propria lui familie și copiii lui îl obligă să nu mai ia avionul din sudul Franței, de unde au o casă de vacanță, către Paris, ci să ia trenul, chiar dacă e mai lung, știe că într-un fel sau altul ajută din acest punct de vedere și mediul, motiv pentru care aceste gesturi și aceste comportamente sau schimbarea comportamentelor poate ajuta la nivel general. O să explic că și noi am face același lucru cu trenul, dar să avem Monsieur, il dit qu'on voudrait bien faire la même chose avec les trains, mais le problème c'est que c'est pas la même chose. Bacău, Bucarest. Next time. I mean, you can't get from Bucharest to Bacău by train, by taxi? By bus. By bus. By bus? Yes. C'est le même. Yes. Electric bus? No. Mai sunt alte întrebări sau... Da, vă rugăm. Cum am putea încuraja comunitățile din mediile rurale să renunțe la sobele pe lemn? Comment on peut aider éventuellement les communautés du milieu ruraux à changer et ne pas utiliser les poêles à l'ancienne qui utilisent le bois? Ah ouais, à mon avis, ça c'est pas évident, mais entre nous, moi, entre le bois aujourd'hui et le reste, charbon, pétrole, gaz, on peut encore continuer un peu le bois quelque temps. Pour moi, voilà, c'est pas. Moi, je serais moins dur parce que je considère que voilà, c'est des ressources. Non, ce qu'il faut, quand on parlait des fossiles, bien sûr qu'il y a l'usage domestique, mais il y a aussi les entreprises. C'est-à-dire que c'est là où les modèles doivent changer très vite. La consommation industrielle, c'est là où les pollutions se font de manière massive. Din punctul meu de vedere, nu acesta este problema. Într-adevăr, utilizarea lemnului nu este cea mai problematică. Am putea continua din punctul de vedere cu utilizarea sobelor și a lemnului. În schimb, acolo unde revoluția sau schimbarea trebuie să se facă e la nivel de industrie și de întreprinderi care ar trebui să utilizeze energiile noi, renovabile. Deci s-ar putea continua încă cu acest tip de încălzire. Et Madame posait tout à l'heure la question de l'efficacité et du changement des modèles, comment on peut y arriver aussi. Vous êtes tous jeunes, vous êtes basés sur l'usage des nouvelles technologies. Il y a aussi la connexion entre les nouvelles technologies et l'énergie. C'est-à-dire que le jour où vous aurez des applications, où vous pourrez avoir votre consommation chez vous, heure par heure, et pouvoir monitorer ce que vous consommez ou pas, le jour où vous aurez sur votre smartphone la capacité d'avoir ton bilan carbone jour après jour, ben peut-être que les comportements vont un peu changer. Donc la révolution digitale, elle est aussi très liée à la révolution énergétique. Donc il faut regarder ça avec un peu d'enthousiasme et de positivité. On n'est pas que sur du négatif.
Domnul Michel Derdover revine la întrebarea despre sobrietatea sau eficacitatea energetică și spune că, într-adevăr, în momentul în care o să ne dăm seama că și dezvoltarea noilor tehnologii legate de energie, atunci vom înțelege că putem să reducem. De exemplu, dacă am avea o aplicație mobilă care ne-ar explica exact cât de energivoră este utilizarea telefonelor mobile sau a calculatoarelor sau a tot ceea ce utilizăm noi ca noi tehnologii, atunci am avea monitorizarea aceasta și eventual procentul în utilizare și atunci am fi poate mai atenți la ceea ce facem la nivel individual. Moi, je rêve d'un système. On a partout en Europe déployé, je ne sais pas si c'est le cas en Roumanie, des compteurs intelligents, des compteurs électriques intelligents. C'est le cas. Mais le problème, c'est qu'en France, on a déployé 60 millions de compteurs intelligents. Mais derrière, est-ce que les gens s'approprient ces données? Est-ce que les gens s'approprient ces informations? Est-ce qu'ils changent de comportement? Est-ce qu'ils deviennent des consommateurs? Est-ce qu'ils changent? C'est pas sûr. Et donc ça veut dire que la meilleure technologie du monde ne peut peut-être pas être bénéfique au niveau environnemental si on n'a pas l'appropriation par les consommateurs. De exemplu, în Franța am pus contoare electrice inteligente, Linky se numesc, care monitorizează foarte multe elemente. Dar întrebarea dânsului este dacă într-adevăr consumatorul devine consumator, adică dacă e actor al al propriei consumări energetice în propria sa casă și dacă ne însușim aceste informații pe care le avem pe contoarele inteligente. Și dacă nu utilizăm ceea ce crede că e cazul și în Franța, aceste informații, atunci ar trebui să încercăm să fim mai eficienți într-un alt sens. Et quand on parie sur l'intelligence des citoyens et des consommateurs, ça marche. Un seul exemple, lundi de la semaine dernière, il y avait un pic de consommation le matin à 9h qui était attendu et un risque de fragilité sur le réseau. Et dimanche, le gestionnaire du réseau électrique a lancé une alerte en disant « Demain matin, entre 9h et 11h, ne consommez pas d'électricité, différez vos appareils électriques. » Et bien, grâce à cet appel citoyen par les médias, on a passé le pic de consommation sans problème. Donc ça veut dire que l'opinion publique, elle est prête à entendre des messages de sobriété, d'efficacité, mais voilà, mais il faut qu'il soit porté par tout le monde. Da, mi-am adus aminte că nu am tradus numărul contoarelor inteligente de 60.000, mă concentram în același timp, lucrează hamsterul. Da, spunea domnul Michel Derdover că, într-adevăr, e foarte important ca, într-un fel sau altul, cetățenii și consumatorii să fie sensibilizați la ceea ce se întâmplă. Și le dea exemplu, în Franța, lunea trecută, trebuia să fie între 9 și 11 dimineața un pic de consum de energie, iar toate jurnalele de televiziune și toată media au făcut informația posibilă să ajungă la consumatori, iar consumatorii au utilizat mai puțin, iar acest decalaj între 9 și 11 nu s-a produs. Motiv pentru care, din punctul său de vedere, cetățenii pot juca acest rol activ dacă informația este transmisă. Savez-vous si votre foyer a déjà mis en place l'hydrogène au niveau du gaz naturel? On n'a pas vraiment entendu, je suis désolée. N-am înțeles până aici. Savez-vous si votre foyer a déjà mis en place l'hydrogène au niveau du gaz naturel? Savez-vous si... Le pays a mis en place sur quoi? Les projets d'hydrogène. L'hydrogène. It's just start. It's just start. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de projet concret qui a démarré. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur le sujet. Les premiers projets hydrogène qui ont démarré, c'est en Espagne, au nord de l'Espagne, autour de toutes les usines sidérurgiques de M. Mittal. L'Acme Mittal avait des usines dans le nord de l'Espagne, et pour arrêter de fonctionner avec des énergies polluantes, il a mis en place une boucle hydrogène et un système qui permettra d'alimenter ces usines
avec de la ressource hydrogène propre. Les Allemands regardent ce que M. Mittal a fait en Espagne et ont envie de faire la même chose, mais en France, on est encore... voilà, il n'y a pas de projet, il y a des petits projets, il y a des micro-projets, mais ce n'est pas industrialisé. D'où le fait que moi, ce que je propose, c'est que comme on n'a pas encore tous tellement démarré, on en fasse un sujet européen. Et on mette de l'argent européen, plutôt que de faire un plan de relance avec des enveloppes qu'on donne aux États, et après chaque État distribue comme il veut, qu'on ait des programmes de filières, des programmes industriels européens sur certains sujets, dont l'hydrogène. În Franța încă nu a demarat, sau la o foarte mică scală a demarat genul ăsta de proiecte. În schimb, în Spania, în nordul Spaniei mai exact, domnul Mittal a pus în valoare ceea ce deține în domeniul hidrogenului și, într-adevăr, proiectul acolo a fost demarat. Germania se inspiră din acest proiect de asemenea și se va dezvolta probabil pe mai departe. Ceea ce a fost spus un pic mai devreme și ceea ce subliniază domnul Derdevei este faptul că nu e nivelul național cel pe care el îl consideră cel mai adaptat, cel mai adecvat, ci nivelul european. Ar fi posibil eventual ca acest plan de relansare, dacă asta e în română exact traducerea, da, acest plan de relansare să fie făcut și la nivel energetic și evident să avem proiecte pe energie la nivel european. Une dernière question? Ultima întrebare? Nu. Ce părere aveți despre mașinile electrice? Quel est votre avis sur les voitures électriques? I like. I have two electric cars. Poluarea pe care o pot produce? Ce anume? Despre poluarea pe care o pot produce în curând? Que pensez-vous sur la pollution qu'elles peuvent produire à un moment donné? Dans tout changement, il y a une face, comment dire, une face compliquée. On parlait tout à l'heure des déchets nucléaires avec votre camarade. C'est sûr que la voiture électrique, il y a aussi des matériaux qui rentrent dedans et dont il faudra s'assurer d'une part que les matières premières sont européennes. Si c'est aujourd'hui sur beaucoup de matières rares, vous le savez, il y a des ingénieurs ici, elles sont principalement originaires de Chine, voire de Russie. Donc si on sort de la dépendance au gaz, au pétrole et au charbon de M. Poutine pour aller acheter à M. Poutine des matériaux de lithium ou autre, ça ne fera pas. Donc ça, il faut en débattre, il faut regarder. Mais je pense que sortir de la motorisation thermique, c'est quand même un horizon, c'est nécessaire. Donc je pense que c'est une révolution à faire, mais là aussi, en se mettant un schéma au-dessus, de vision un peu européenne, de notre dépendance quant aux matières qui rentrent dans le véhicule électrique. Într-adevăr, ca oricare proiect, și am văzut și legat de deșeurile nucleare, există o parte negativă tot timpul. Pentru moment nu știm exact care ar fi consecințele negative, în schimb, într-adevăr, pe orizontul larg nu vede care ar fi o altă soluție posibilă, ci trecerea către nivelul electric. Tu donnes notre exemple. Tu donnes notre exemple à la fin. Nu mai mi-amintește că dacă exemplu ultima dată și nici el nu-și mai amintește. Oui, c'était sur les produits rares. Comme les ingénieurs peuvent connaître, le lithium, on ne peut pas acheter de M. Poutine. Non mais en roumain. If you can twitch, Mă rog, probabil că ați înțeles, e vorba de materia rară și faptul că dumneavoastră ca și inginer probabil cunoașteți foarte bine că nu putem cumpăra litium, de exemplu, din Rusia și că trebuie să devenim independenți în mare măsură și să mergem către electricitate la orizont mare, cam asta ar fi soluția. S'il n'y a pas d'autres questions, je voulais laisser le mot de la fin. Mulțumim, dacă nu sunt alte întrebări, vă mulțumim și o să lăsăm ultimul cuvânt doamnei adjunct. Mulțumim. Doamna decan. Mulțumim foarte mult.
Ca o concluzie, cred că desprindem două idei principale, că viitorul nostru este verde din punct de vedere energetic sau trebuie să fie verde și a doua idee pe care am extras-o din întrebările pe care voi le-ați adresat este că stă în puterea noastră să avem un comportament responsabil în ceea ce privește această dependență energetică. Mulțumim domnului profesor pentru prelegerea ținută astăzi, pentru amabilitatea și disponibilitatea de a oferi răspunsuri la întrebările voastre. Mulțumim colegilor de la Consiliul Județean pentru oportunitatea de a avea alături de noi pe domnul profesor astăzi. Vă mulțumesc dumneavoastră, stimați colegi, mulțumesc invitaților și mulțumesc, dragi studenți, pentru răbdare și vă felicit pentru preocupările pe care le aveți. Chiar suntem mândri de voi. Mulțumim mult, vă urăm o seară frumoasă și întrucât se apropie o perioadă frumoasă pentru noi, sărbători pascale cu bucurie, cu liniște și multă, multă sănătate să aveți. Vă mulțumim foarte mult! Și nu în ultimul rând, mulțumim foarte mult colegii noastre de la Relații Internaționale, Roxana,